majorité de parlementaires refusent de lui accorder sa confiance. En revanche, le discours de politique générale est généralement suivi d'un débat qui est souvent très animé. Dans notre pays, ces déclarations ont évolué avec le temps, reflétant les préoccupations changeantes du pays, des périodes de transition politique aux grands chantiers économiques. La déclaration de politique générale chez nous constitue un moment clé dans le dialogue entre le pouvoir exécutif et le législatif. Elle a aussi joué un rôle central dans le fonctionnement démocratique. Les déclarations de politique générale devant le Parlement ont toujours été une formalité politique très importante. En 2019, avec l'élection de son Excellence M. Mohamed El Ghazouani, son premier Premier ministre a présenté une déclaration marquée par la continuité avec des réformes supplémentaires concernant le développement social et économique. Cette déclaration s'est démarquée par des engagements sur l'amélioration de l'emploi des jeunes et la diversification économique. Le nouveau Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, a présenté mercredi passé, au cours d'une séance plénière à l'Assemblée nationale, les grandes lignes de la politique générale du gouvernement. Au cours de cette séance, qui s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et de hauts fonctionnaires de l'État, le Premier ministre a engagé la responsabilité du gouvernement. C'est sa politique largement inspirée du programme électoral du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Voilà, donc nous allons discuter de plusieurs thèmes, mais avant tout, j'aimerais remercier nos invités de leur présence ce soir. Commençons tout de suite par notre premier invité, M. Falengui Sali, qui est secrétaire général du parti INSAF. Bonsoir. Bonsoir. Merci. M. Tombé Amara Kamara, député de l'UDP. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Balla Touré, député Nouakchott Ouest du parti FRID. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc on commence par qui? Vous avez souvent dénoncé l'absence des réformes économiques profondes. À votre avis, quelles mesures concrètes du gouvernement devrait-il prendre pour améliorer la situation économique actuelle, notamment pour lutter contre le chômage, l'inflation galopante, comme vous l'appelez, dans votre littérature à vous? Merci Ahmed. Je voudrais d'abord saluer mes voisins de plateau, l'honorable député Tombé Amara Kamara et M. Issa Fall, secrétaire général du parti INSAF. Et saluer les aimables téléspectateurs, assalamu alaikum. Pour ce qui est des réformes que nous préconisons, je voudrais d'abord faire savoir que dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, j'ai constaté que la situation actuelle du pays a été présentée de façon claire. C'est-à-dire la situation de non-fonctionnement ou de mauvais fonctionnement des institutions a été bien constatée dans la DPG. Le retard que nous accusions dans ce qui concerne les développements de façon globale, le développement agropastoral, le développement économique du pays, les difficultés dans la santé, dans l'éducation ont été bien présentées. Malheureusement, ce que j'ai constaté, ou ce que nous avons constaté au FRUD, c'est que les mesures ou les intentions présentées par le nouveau Premier ministre manquaient de précision et manquaient d'audace, et je vais même dire, comme je l'ai dit tantôt, comme je le disais devant le PM lui-même, manquaient d'ambition. Nous sommes dans un pays où nous sommes très en retard en ce qui concerne le développement agropastoral. Nous consommons à 90% ce que nous consommons est importé. La santé, nous le savons, la situation de la santé est très difficile. L'éducation, notre environnement, alors que quand on voit les mesures proposées dans la déclaration de politique générale, nous voyons que ce ne sont pas des mesures qui sont à même de pouvoir sortir le pays. Est-ce que vous pouvez me donner des mesures concrètes, vous, par rapport à... Les mesures concrètes, je vais le dire, les mesures concrètes, ce que nous devons faire, c'est que nous devons assurer d'abord notre sécurité alimentaire. Ce que nous avons en Mauritanie, c'est beaucoup de surfaces cultivables.
Vous allez de Nouakchott jusqu'à Fassalanéré, ce sont des millions d'hectares. Et c'est de l'eau de Nouakchott jusqu'à l'extrême est du pays. Alors que, comme je le disais tantôt, nous importons presque tout ce que nous mangeons. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre les rentes du secteur des mines, de la pêche, financer notre développement agropastoral, financer nos éleveurs, financer nos paysans, pour qu'enfin nous puissions accéder à l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est pour un premier temps. Et en deuxième temps, générer de la richesse, créer des entreprises qui vont d'abord de la production agropastorale à la transformation et aux services qui s'associent à cela. Ce qui nous aurait permis en ce moment d'insérer beaucoup de jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Nous savons que nos jeunes sont désœuvrés dans le cadre de la lutte contre le chômage. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre la faim et de la lutte contre le chômage. Ainsi, nous pouvons, pour une année, insérer, faire employer des dizaines de milliers de jeunes à la place des 1000 jeunes que la déclaration du Premier ministre promet. Monsieur honorable député, pour vous, au niveau de l'UDP, enfin, on sait tous que l'UDP occupe quand même une position charnière dans la politique mauritanienne. Comment voyez-vous votre rôle entre l'opposition et la majorité? Et quels sont les domaines où vous pensez que des compromis peuvent être trouvés pour le bien du pays? Bon, moi, je pense quand même que le Premier ministre a fait une déclaration politique générale vraiment avec beaucoup d'ambition. Et d'ailleurs, ça nous donne beaucoup d'espoir aussi. Parce que c'est dans sa déclaration de politique générale, n'oublions pas que le PM a englobé l'ensemble des problématiques du pays. Parce que n'oublions pas que nous sommes une nation jeune, et avec notre économie qui est si fragile. Mais quand j'entends que c'est vrai que dans sa déclaration de politique générale, il a souligné le problème de l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'il a dit que dans ce mandat du président, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, ils vont mettre l'accent sur l'autosuffisance en riz et en légumes, jusqu'au point même de pouvoir exporter à l'étranger. Je pense quand même, avec ça, l'aménagement de nos territoires agricoles, donc le développement des cultures sous pluie, et d'ailleurs même, comme mon collègue, l'honorable député Touré l'a souligné tout de suite, le recrutement de 1000 jeunes à court terme. Le Premier ministre a précisé que dans ces 1000 jeunes, il y aura 200 jeunes qui seront formés dans le domaine de l'agriculture. Et ça, c'est dans l'immédiat. Donc vous voyez que c'est un Premier ministre qui comprend les problématiques de notre pays. Parce que nous savons que nous avons un problème d'autosuffisance, mais il a mis l'accent sur cette autosuffisance alimentaire qui est très important pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, si on nous dit qu'on exporte, certes on exporte, mais on n'exporte pas tout. Il y a des choses qui sont réalisées. Voyons ce qui est réalisé, il faut qu'on en parle aussi. Maintenant, allons au-delà de ce qui est réalisé, parce que nos besoins sont illimités, mais il essaie quand même de mettre l'accent sur ça pour que nous puissions aller vers cette autosuffisance alimentaire. Donc, Monsieur le secrétaire général, en fait, le parti INSAV au pouvoir a initié plusieurs réformes ces dernières années, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures. Quelles sont, selon vous, les réussites majeures du gouvernement dans ces domaines? Et quelles sont les prochaines priorités pour améliorer les conditions de vie des Mauritaniens? Merci beaucoup, mon frère Ahmed. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyyil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Je salue donc mes frères, l'honorable Tombé Amara Kamara, l'honorable Bala Touré. Je salue les téléspectateurs et je leur exprime aussi mes meilleurs vœux en ce mois béni de Mawlud al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous remercie pour votre question. Je voudrais, à l'entame de mes propos, commencer d'abord par féliciter chaleureusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, pour sa brillante élection lors des dernières élections présidentielles. Je rends hommage au peuple mauritanien qui, de façon tout à fait majoritaire, n'a pas hésité à porter son choix sur le programme Mon ambition pour la patrie,
qui est un projet dont la finalité est l'élévation du niveau de vie des populations dans la dignité, dans leur égalité en droit et en devoir. Je pense qu'il est très important de le souligner. Ce programme, qui a été décliné par son Excellence le Premier ministre Mokhtar Ndiaye dans la déclaration de politique générale du gouvernement, est de nature à régler sur le plan opérationnel, décliné en plan d'action, en stratégie au niveau de tous les départements. Permettez-moi de le féliciter parce que je suis quand même un vieux fonctionnaire et à lire et à l'écouter, je pense que l'analyse de la situation a été pertinente et le diagnostic a été lucide, serein, mais aussi les réformes proposées ont été courageuses. Et les grandes orientations étaient claires. Très claires. Et les réformes courageuses. Donc les défis ont été bien ciblés, les réformes très courageuses, et je sais que si on les met en œuvre effectivement, les problèmes de la Mauritanie seront largement réglés. Parce qu'on dit que quand un problème est bien cerné, il y a de fortes chances que sa solution soit apportée. Donc par rapport à la situation économique actuelle, bon, on a parlé de l'agriculture et des infrastructures. Vous, votre parti, comme je vous dis, a initié plusieurs réformes par rapport à l'agriculture et les infrastructures. Quelles sont les prochaines priorités pour améliorer les conditions de vie des Mauritaniens? Le parti INSAF, comme vous le savez, est un parti effectivement qui soutient l'action du gouvernement et qui est un peu l'interface entre les populations, leurs préoccupations et donc l'exécutif. Et je pense que dans la déclaration de politique générale, ces priorités ont été largement définies. Parce que, nous avons un problème aujourd'hui de faire en sorte que nos mentalités puissent être mises en adéquation avec les exigences de l'État moderne et des institutions. C'est extrêmement important. Nous pensons également que notre économie, telle qu'elle fonctionne actuellement, ne permet pas un décollage et donc il était nécessaire que des réformes extrêmement ambitieuses sur lesquelles le Premier ministre s'est largement revenu puissent être réalisées donc, pendant ce quinquennat. Nous pensons également que la situation de nos ressources humaines à l'état actuel est telle qu'il est important qu'il y ait des réformes importantes qui puissent être faites pour renforcer les capacités nationales, notamment les capacités des jeunes, parce que la jeunesse, ce n'est plus l'avenir, c'est le présent. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a des choses à faire. Et nous pensons également que la consolidation de l'unité nationale et la cohésion sociale permet également d'asseoir les bases un peu d'un développement durable. Alors, je termine juste par la sécurité, parce que comme vous le savez, nous sommes dans un environnement extrêmement trouble, avec beaucoup d'incertitudes. Et, alhamdoulillahi, notre pays a su préserver ses frontières et se faire respecter. Et c'est extrêmement important, parce que vous avez parlé tout à l'heure de terrorisme, de banditisme international, etc. Ça, c'est des nouvelles donnes qui font que, effectivement, les pays qui sont faibles sont en général un peu déstabilisés. Donc, de ce point de vue, je pense que la question de l'économie est une question importante. Et aujourd'hui, les pays qui réussissent sont des pays qui gagnent la bataille de l'autosuffisance alimentaire. Et je pense que dans la déclaration de politique générale, déjà cette année, en réalité, on était largement autosuffisant en matière de riz. Sauf peut-être les citoyens qui veulent importer la qualité. Sinon, oui, la production, aujourd'hui, la production nationale est en riz. Ouais. Alors, les réformes que le Premier ministre a proposées permettent de faire des progrès en matière de légumes et des autres cultures traditionnelles. C'est le secteur de l'agriculture en général. Donc, je pense que ce sont des réformes qui vont être déclinées dans les ministères concernés et qui vont permettre, effectivement, dont la mise en œuvre va permettre, effectivement, de faire des bons importants. Mais l'autre aspect que le Premier ministre a évoqué et qui est très important, c'est que nous avons des ressources naturelles extrêmement abondantes que nous n'exploitons pas de façon optimale. Oui, parce qu'on n'a pas de ressources humaines. Il faudrait faire de la transformation industrielle. Les ressources naturelles ne suffisent pas quand il n'y a pas de ressources humaines. Voilà. Et il faut faire de la transformation industrielle. Voilà. Et de ce point de vue également, le Premier ministre est revenu largement là-dessus pour faire de la transformation industrielle de manière à ce qu'on puisse régler les problèmes d'emploi des jeunes qu'a évoqué l'honorable député Bala, et qu'on puisse également avoir de la
valeur ajoutée, mais également avoir un taux de croissance qui nous permet véritablement de décoller. Monsieur Touré, en fait, par rapport au thème sur la gouvernance et la démocratie en général, vous, votre parti politique, vous avez souvent critiqué ce que vous appelez un manque de transparence et de gouvernance démocratique sous le régime actuel. Puis quel changement en fait, institutionnel ou politique proposez-vous pour renforcer la démocratie en Mauritanie? Est-ce que vous en avez parlé avec le Premier ministre? Si vous voulez rebondir, il n'y a pas de souci. D'abord, je voudrais n'oubliez pas ma question. Je voudrais rebondir au propos de M. Fall en ce qui concerne le problème des ressources humaines. Ouais. Moi, je pense qu'à l'heure où nous sommes, 64 ans après les indépendances, ce ne sont pas les ressources humaines qui manquent en Mauritanie. Oui, ce sont les femmes et les hommes à la place qu'il faut qu'ils manquent. Nous allons dans les ministères, nous allons dans les programmes prioritaires de l'État, nous trouvons des hommes et des femmes qui ne sont pas à la hauteur. Et ça me ramène justement à la question de la transparence et de la bonne gouvernance. Nous avons tous assisté ici à des situations extraordinaires où des hommes et des femmes qui ont été reconnus de malversations graves à hauteur de milliards de nos ouguiyas n'ont tout simplement pas été sanctionnés, mais reconduits, rappelés, comme on le dit chez nous, à d'autres fonctions. Est-ce que ce sujet a été, est-ce que vous avez parlé avec, dans le débat que j'imagine où j'ai suivi a été très houleux avec le Premier ministre, les questions que vous avez posées? La question. Est-ce que le Premier ministre a répondu vraiment à ces questions-là? Nous manquons beaucoup de temps, beaucoup de temps. D'accord, mais toutes les questions ont été posées. Certains ont bien posé ce problème de bonne gouvernance. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien promis que désormais, il y aura une rupture avec les pratiques du passé. Moi, je voudrais tout simplement inviter d'abord l'exécutif, inviter M. le Premier ministre, déjà à jeter un coup d'œil sur des marchés récents, sur des réalisations récentes que nous connaissons, dont on peut remettre la liste. Ce sont des réalisations qui ont été faites dans la plupart des ministères où les règles de gestion n'ont pas été respectées, où on voit des signes avérés de malversation, que ce soit sur le plan technique, c'est-à-dire la qualité des réalisations, mais que sur le plan financier. Alors, joignons l'acte à la parole, commençons par auditer ces secteurs. Je m'avais donné un autre cas de malversation qui touche tous les Mauritaniens, du plus bas au niveau de l'échelle jusqu'au plus haut. C'est le secteur de la téléphonie. C'est le secteur de la téléphonie où chaque fois que vous payez de l'argent pour avoir accès au réseau Internet ou tout simplement au téléphone, vous êtes volé. Vous êtes volé, vous payez, vous ne pouvez pas vous servir de votre téléphone alors que les promoteurs amassent de l'argent sur notre dos. Ce qui se passe, c'est que la téléphonie fonctionne mal, l'autorité de régulation ne prend pas les mesures nécessaires et le ministère de tutelle, celui des télécommunications, ne fait pas ce qu'il faut. Un directeur au niveau de l'un des opérateurs m'a dit clairement que oui, monsieur honorable, c'est que dans la zone où vous êtes, nous manquons d'équipement. Nous sommes en train de nous équiper. Mais c'est fait exprès de s'équiper peu, de mettre peu de ressources humaines pour ce travail et de nous servir mal, alors la responsabilité incombe à l'autorité de régulation, mais aussi au gouvernement. Donc nous attendons, Monsieur le Premier ministre, au tournant, dans 2 mois, nous voudrions que les services qui nous sont rendus soient de qualité, soient à la hauteur de l'argent que nous payons. Sinon, ce serait tout simplement autoriser un vol en bande organisée. Quand les opérateurs téléphoniques nous volent, l'autorité de régulation observe et le ministère des télécommunications. Puisqu'on a vu, quand le cahier de charge n'est pas respecté pendant un long moment, ce sont des amendes à hauteur de 60-50 millions qui sont payées, alors qu'il y a 6 ans, 7 ans déjà, on m'aurait dit de sources sûres que l'un des opérateurs amassait 150 millions de guinées par jour. Donc, il faudrait d'abord qu'on commence par faire arrêter cette situation. Maintenant, il y a des questions qui concernent tous les Mauritaniens. Aujourd'hui, à Nouakchott, nous avons le problème de l'eau. Nous n'aurons pas le temps d'aller en profondeur
dans ce qui se passe aujourd'hui à la SN2. Mais nous savons que le problème est parti de la conception à l'exécution du projet Aftoute Saheli, qui a permis à Nouakchott d'avoir de l'eau. Donc là, il est question, ce n'est pas seulement un problème technique, mais c'est un problème aussi de bonne gouvernance. Nouakchott souffre de soif. Les Mauritaniens, les Nouakchottois ont soif, et je profite de ce plateau pour dire aux autorités que cette question doit être réglée. Alors, on revient au changement institutionnel et politique. Qu'est-ce que vous proposez pour renforcer la démocratie? Pour renforcer la démocratie. Pour renforcer la démocratie. Ce que nous proposons est que nous avons une inspection, une IGE, une inspection générale qui est là. Nous avons la Cour des comptes. Mais d'abord, faisons de sorte que ces institutions fonctionnent de façon autonome, de façon indépendante. Et deuxièmement, que les rapports soient accessibles, que les rapports soient publiés. Et aussi, quand ce qui est très grave, un responsable est reconnu de malversation de façon très claire, et ce n'est un secret pour cette personne, qu'il soit puni, qu'il réponde et qu'il ne soit pas reconduit comme vous venez de le dire. D'abord, la reconduction, c'est un autre niveau. Mais qu'il soit d'abord puni d'ailleurs, qu'il réponde de la faute commise. Donc je pense que cela va d'une certaine volonté politique. Cela va tout simplement de la volonté politique. Si on veut, on peut faire. Et aussi permettre à l'Assemblée d'avoir son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, nous, par exemple, qui sommes de l'opposition, nous ne pouvons jamais être à l'origine de la mise en place d'une commission d'enquête. Nous ne pouvons même pas adresser des questions orales au ministre. Quand il y a un problème quelque part, c'est bloqué tout simplement au niveau de l'institution. C'est bloqué. La majorité, INSAF et ses partenaires de la majorité bloquent toute possibilité à l'opposition de jouer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Et ça, nous le dénonçons ici. Vous, au niveau des... vous allez... Non, mais il n'y a pas de souci, vous allez répondre. Mais après tout, je veux juste savoir que les députés de l'IDP, quels sont en fait, pendant ces débats avec le Premier ministre, les questions posées, quelles sont les questions qui ont été posées, les principales questions posées? Les priorités sont reconnues de tous. Ce sont les mêmes priorités que nous vivons, tous les Mauritaniens. Mais avant de revenir à cette question, j'aimerais d'abord répondre à mon cher ami, mon frère Bala, qui disait qu'il n'y a pas eu de questions orales à l'Assemblée. Non, il y a bien eu des questions orales qui étaient même posées. Je ne pense pas qu'il pensait le problème. Il y a eu des questions, il y a eu des questions orales cette année. Mais allez-y, qui sont même posées. Je pense qu'il n'a pas parlé de questions orales, je pense. Oui, si, il a évoqué, il a dit qu'ils n'ont pas le droit de poser des questions orales, alors qu'ils ont eu le droit de poser des questions orales. Moi, non, plusieurs séances. Ça dépend des députés qui posent des questions. Quand ils n'ont pas le droit, ils prennent le coach. Ça dépend des députés qui veulent poser des questions. Moi, je n'ai pas posé des questions. Mais il y a un député de Fried qui a posé des questions sur l'immigration. Le ministre était venu sur la question et on était tous présents. Il y a eu un débat sur ça. Non, mais attendons quand même. Il a dit que les rapports ne sont pas accessibles. Si, mon frère Bala, les rapports sont accessibles. Les rapports de l'IG, les rapports de... Mais vous êtes là pour nous répondre, en fait. Pas moi, je ne réponds pas. Non, mais les rapports sont bien présents. Moi, j'ai eu les rapports, lui, il a eu les rapports, à moins que qui n'a pas eu les rapports. Les rapports est passé au niveau de l'Assemblée. Les rapports de la Cour des comptes, on a voté. Maintenant, il a bien dit que ceux qui sont à l'origine de malversation sont déjà reconduits. Mais le Premier ministre est revenu largement. Non, le Premier ministre est revenu largement sur la gabegie. Non, mais il y a eu des sanctions. Il y a eu des sanctions. Je ne sais pas, moi. Si, il y a eu des sanctions. Il y a eu des sanctions. Dites-lui qu'il y a eu des sanctions. Non, il y a eu des sanctions sur des malversations. Et le Premier ministre est revenu même sur cette question lors de sa déclaration de politique générale. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il est même conscient que la question que vous avez posée, mais tous les Mauritaniens le connaissent, ça. Et vous avez parlé que le Premier ministre a dit qu'il y a manque de ressources humaines. Non, le Premier ministre n'a pas évoqué manque de ressources humaines dans notre pays. Il a dit que non, on va renforcer la compétence des fonctionnaires. Mais on n'a pas dit qu'il n'y a pas de ressources. Mais notre pays fonctionne bien avec nos fonctionnaires. N'accusons pas le Premier ministre gratuitement non, mais comme si ça. J'ai bien compris, non, juste pour donner un petit exemple vite fait au téléspectateur, si j'ai bien compris, c'est que ce ne sont pas les ressources naturelles
qui manque. Le Premier ministre a dit que nous avons des ressources naturelles en abondance. Il faut une bonne gestion de ces ressources naturelles dont nous disposons. Si on dit la Mauritanie possède du poisson, mais le poisson, c'est la mer qui possède le poisson. S'il n'y a personne pour sortir... Non, mais la mer appartient à qui? Oui, mais c'est dans notre territoire. Mais s'il n'y a personne pour sortir le poisson non, mais il y en a. C'est un peu ce qu'il veut dire, lui. Non, mais il y en a. Pas de ressources humaines, les poissons que nous mangeons aujourd'hui, qui les fait sortir? C'est pas les poissons même qui viennent dans nos marmites. C'est des étrangers. Non, quel étranger? Mais ils ont réformé, non. C'est des Mauritaniens. Essayez de comprendre juste. Mais les Imraguettes, c'est des étrangers. Non, mais je ne parle pas du tout. Non, mais attendez, les Imraguettes, vous m'avez dit que ce sont des étrangers. Les ressources humaines qui manquent, il a bien dit les ressources naturelles. Depuis l'indépendance, on a les ressources naturelles, mais on n'a pas les ressources humaines. Ils ont mis en cause je pense que le Premier ministre a dit qu'il y a manque de ressources humaines dans notre pays. J'ai dit non, le Premier ministre n'a pas évoqué ce point-là. Le Premier ministre a été clair là-dessus. Il n'a pas dit qu'il y a manque de ressources humaines. Il parle de renforcement des compétences de nos fonctionnaires. Et c'est tout. Donc, ce sont les questions posées par les députés de l'IDP. Oui. Non, il n'y a pas de questions posées par un député de l'IDP ou un député. Nous sommes de la majorité. Oui, de la majorité, si vous voulez. De la majorité. Oui. Et la majorité a posé des questions, a posé nos problématiques. Les problématiques par rapport au chômage des jeunes, les problématiques par rapport à l'accès de l'eau. Parce que n'oublions pas que la Mauritanie, ce n'est pas juste Nouakchott. Quand on dit Nouakchott est assoiffé, mais Nouakchott n'est pas assoiffé tel qu'on l'est. Ah bon? Non, mais il y a eu un problème. Il y a eu un problème d'eau récent. Mais il y a des gens qui sont assoiffés. Partons au fond du Guidimara. Bien sûr. Mais là-bas, ce sont des gens qui sont assoiffés. Ici, il y a eu un problème environnemental. Mais est-ce que le problème environnemental, il faut la lier aussi à la gestion de l'État? Mais non. Il y a eu un problème de niveau élevé du fleuve, dont l'eau qui était destinée à consommer... Il a bien parlé de la conception du projet. Non, la conception du projet, peut-être, n'a pas prévu cet aspect. On ne s'attendait pas à ça. Mais quand on fait un projet, il y a des aspects qu'on ne s'attend pas. Mais donc, naturellement, on ne gère pas la nature. Les questions posées par les députés de la majorité... Les questions posées par la majorité... Les réponses des sont convaincantes, c'est bien ce que vous voulez dire. Vous avez, soyons honnêtes, ayons un débat constructif, critiquons positivement. Ayons des critiques positives qui peuvent changer notre pays. Vous savez, nous, la majorité, nous avons posé les problématiques de tous les Mauritaniens. De la Mauritanie, bien sûr. De la Mauritanie de manière générale. Oui. Et quand je dis les problématiques de la Mauritanie de manière générale, et ces problématiques ont été évoquées dans la politique générale de son Excellence le Premier ministre. Il les a évoquées dans son discours de politique générale, à savoir le problème de désenclavement. Il connaît qu'il y a un problème de désenclavement. Il connaît qu'il y a un problème d'eau pour l'accès à l'eau potable pour une partie de la Mauritanie. Il comprend qu'il y a un problème de chômage des jeunes. D'ailleurs, c'est un mandat des jeunes. Il a même évoqué. C'est un mandat des jeunes. Le mandat vient juste de commencer et on est là pour cette question-là. Non, c'est un mandat des jeunes. Donnons-lui le temps. Vous voyez? Donc, il a parlé de la sécurité. Il a parlé de la cohésion sociale. Donc, toutes ces problématiques-là, ce sont nos problèmes à nous tous. Nous, en tant que majorité, nous lui avons évoqué les problèmes que nous rencontrons quotidiennement, que nos électeurs nous posent et que nous essayons de lui répondre. Et que lui aussi a essayé de nous répondre par rapport à ça. Allez-y, mais moi je voudrais recentrer un peu les choses. Justement, je vais juste essayer de recentrer un petit peu le débat. Mais vous, au niveau de l'INSAB, en fait, vos détracteurs, souvent, notamment du côté du FRID qui sont là, affirment souvent que la gouvernance manque de transparence, en fait. Et que les institutions sont affaiblies. Parce que les exemples que M. Balatouré a essayé d'avancer montrent, selon lui, que les institutions sont quand même faibles. Il faut quand même répondre à ces questions, à ces critiques. Je vais recentrer les choses. Nous, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la déclaration de politique générale du gouvernement. Je pense que j'ai envie de dire la zéro à zérotan, zéro akhra. Je pense qu'il faudrait s'en tenir à la déclaration de politique générale. La déclaration, il y a tout. C'est quoi la déclaration? Le Premier ministre vient à l'Assemblée et il explique les intentions et les orientations. Les réformes et les mesures qu'il veut mettre en place. Les intentions. Oui, voici ce que nous voulons faire. Justement, bien sûr, on est là. Orientation de son programme. Mais la nouveauté par rapport à son excellence, M. le Premier ministre Mokhtar Ndiaye, c'est que c'est un homme de dossier, c'est un homme qui a une expérience et il nous a fait un diagnostic lucide, serein et sans complaisance de la situation. Il n'a pas évoqué. C'est vrai que le premier mandat a été un mandat extraordinaire sur le plan des avancées de l'apaisement politique, sur le plan des avancées sociales, avec les cash transferts, avec les kits alimentaires,
avec l'assurance maladie, etc., etc., avec la revalorisation des salaires de certains fonctionnaires de la santé, de l'éducation, etc., etc., les retraites. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été, malgré un contexte mondial de récession. Mais il fait cette analyse et il dit, je vais mettre en place un certain nombre de réformes. Alors, vous savez que le président de la République, pendant toute la campagne, a fait de la lutte contre la corruption et la gabégie son cheval de bataille. Parce que la corruption est l'une des pires maladies dont une société peut être gangrénée. Parce que des ressources importantes qui auraient pu servir au développement sont détournées à d'autres fins. Donc il en a fait son cheval de bataille. Mieux, dans son premier mandat, il a déplacé l'inspection, l'IGE, de la primature à la présidence pour pouvoir surveiller les choses. Je pense que les gens sont en train de faire un travail extrêmement important de professionnel. Naturellement, ils ne crient pas sur tous les toits que tel a volé, que tel a remboursé, mais les gens sont en train de faire le travail. Donc, c'est des questions techniques, c'est des questions stratégiques. Je pense que quand on en parle, on doit aussi éviter de parler de choses qu'on ne maîtrise pas. Parce que le fonctionnaire qui a été pris pour faute de mauvaise gestion ou de gabegie ou de truc, ou de malversation. Voilà, il y a le commissariat de la répression des fraudes économiques qui fait son travail. Il est convoqué, il a un échéancier ou il est en prison. Mais ça, ce n'est pas des choses qu'on crie sur tous les toits. Donc moi, je pense que ce sont des questions sur lesquelles nous devons avoir un peu de recul et faire confiance au gouvernement et l'attendre au résultat. Le Premier ministre a été très clair. C'est une question sur laquelle tolérance zéro. Parce que c'est une question qui est extrêmement néfaste pour le développement. Donc moi je pense qu'en matière de lutte contre la corruption, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon frère l'honorable député. Bien sûr, heureusement que c'est ça. Non, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'en fait, il faut éviter aussi de parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Parce que en fait, si moi je ne suis pas membre de l'équipe d'inspection, je ne peux pas en parler. Même si vous êtes membre, ouais. Non, si je suis membre, je peux au moins vous pouvez en parler comme information, c'est ça. Bon, le fait que les rapports soient pas accessibles, je pense qu'il y a une réponse. Il y a un site aussi, donc les rapports sont plus ou moins accessibles. Mais bon, de toute façon, nous sommes tout à fait d'accord, comme l'a dit le Premier ministre. Ici, je pense que ce que nous cherchons, c'est toujours faire mieux. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, on essaie de faire mieux. Parce qu'en fait, n'oubliez pas que ce sont des questions de développement. Ce sont des questions structurelles. Ici, le Premier ministre, de façon tout à fait responsable, a fait un constat et a proposé des solutions. Ces solutions sont des réformes de structure qui vont être mises en œuvre maintenant par le gouvernement parce qu'une fois que la déclaration est adoptée, chaque ministre revient, fait son plan d'action, sa stratégie et commence à travailler jour après jour. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement. C'est quoi? C'est les ressources humaines. Les ressources humaines, quoi qu'on dise, gagneraient à être formées, à être renforcées. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. De manière à ce qu'on puisse avoir une administration de responsabilité plutôt qu'une administration de procédure, comme l'a dit si bien le Premier ministre. Parce que quand on est administration de procédure, on fait semblant de travailler, mais on ne produit rien. Quand on a des responsabilités, on est attendu parce que le Premier ministre va revenir au Parlement pour présenter le bilan, etc., la loi de finances, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, je suis très fier de cette déclaration parce qu'elle a été très courageuse, elle a été lucide et elle nous permet aujourd'hui d'avoir une feuille de route sur laquelle demain, les députés pourront dire oui, vous avez fait ce que vous avez dit ou vous ne l'avez pas fait. Allez-y, allez-y, rapidement. M. Fall, de me rappeler les réalisations du mandat passé parce que je pensais qu'on devrait s'en tenir à la DPG. Mais pour ce qui est de ces réalisations, l'école, pendant ces 5 dernières années, à l'issue des 5 années du mandat du chef de l'État, l'école mauritanienne n'est pas devenue meilleure. Ce ne sont pas les parents d'élèves qui me démentiront. La santé, aucun de vos enfants, vous les responsables de l'exécutif, aucun des membres de votre famille ne se soigne au niveau de nos structures de santé publique. Vos enfants n'étudient pas dans nos écoles. Vos enfants n'étudient pas dans nos écoles. Vos enfants n'étudient pas dans nos écoles. La pauvreté n'a fait qu'augmenter. Vous ne direz pas qu'à l'issue des 5 dernières années, que les Mauritaniens sont devenus plus riches. On n'a jamais vu un pays lutter contre la pauvreté. Vous avez fait un audit. On n'a jamais vu un pays. On n'a jamais vu un pays. On n'a jamais vu un pays se développer. On n'a jamais vu un pays se développer avec des cash transferts, avec des filets sociaux. D'ailleurs, quand il a été question de Tahazour la dernière fois à l'Assemblée, ce sont les députés même, en majorité, de INSAF,
qui demandait à ce qu'on jette un œil critique sur les activités de Trésor. Tout le monde sait que des milliards d'ouguias ont été balancés au vent et ça n'a jamais produit de la richesse et ça n'a pas lutté contre la pauvreté. Nous avons, en ce qui concerne l'emploi des jeunes, il y a eu un programme ici qui était à sa 4e édition, Mon projet, mon avenir. Ce sont des micro-entreprises qu'on crée pour les jeunes qui veulent avoir un emploi. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Créer leur emploi. Leur emploi. Clair, ouais. Nous avons été, nous avons consulté, nous avons visité certains de ces projets. Nous avons trouvé plus de 70% des projets qui avaient été créés dans le cadre de ce programme n'ont pas dépassé les 12 mois d'existence, ont disparu. Et c'est une histoire de milliards d'ouguias. Donc si on veut continuer à reconduire ce genre de programme, je pense que... Mais non, mais vous pensez que sa déclaration, sa nouvelle déclaration... Et aussi sa déclaration, moi j'ai pris le Premier ministre au mot. Je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, vous savez très bien que en ce qui concerne la baisse des prix des denrées de première de première nécessité, que vous ne pouvez pas les faire baisser dans la conjoncture actuelle. Vous ne pouvez pas le faire. Vous avez appartenu à un gouvernement où vous étiez ministre des Finances qui avait promis à maintes reprises et jamais les prix n'ont pas baissé. Quand il a pris la parole, il a, de façon très démonstrative, il a cité la liste des prix auxquels il est arrivé. Mais la réalité nous dément tous. Les prix qu'il a cités ne sont pas les prix sur le marché. Les prix ont même augmenté. Parce que la dynamique des prix, ce n'est pas une histoire d'instruction. On ne peut pas convoquer les associations de commerçants, leur dire faites tel prix, faites cela. Non, c'est une dynamique qui obéit à des réalités. Un pays qui ne produit rien, un pays qui produit peu, ne peut pas imposer des prix. Un pays qui ne soutient pas ses agriculteurs, un pays qui ne soutient pas ses éleveurs, ce pays ne peut pas imposer les prix sur les denrées de première nécessité. Alors que nous, ce que nous proposons est qu'on mette l'accent sur le développement agropastoral. La Mauritanie a assez d'eau, la Mauritanie a beaucoup de terre et la Mauritanie, je vous assure, non seulement peut satisfaire son autosuffisance alimentaire, mais la Mauritanie peut nourrir toute l'Afrique et le Moyen-Orient en céréales. Est-ce qu'il en a parlé dans son discours? Il l'a dit, mais ce qu'il a dit, c'est très vague. Ce qu'il a dit, c'est très vague. Je reviens à autre chose. Pour votre fameux mandat des 5 ans, le président Ghazouani a passé 5 ans au pouvoir. Mais cela n'a pas fait que les Mauritaniens ont eu accès au poisson qui est pêché ici. Aujourd'hui, vous demandez aux générations qui ont 20 ans, ils ne savent même pas à quoi ressemble aujourd'hui un tchof. Franchement, je pense... Le poisson n'existe pas à Nouakchott. Vous n'irez pas à Keidi, vous n'irez pas à Tikjikja pour trouver du poisson. Vous le savez tous, vous ne consommez plus le poisson. Le poisson n'existe pas, il est exporté. Notre mer est pillée par des hommes d'affaires qui ont une complicité avec les autorités mauritaniennes. Donc c'est ça la vérité. Vous savez que le poisson, vous ne le mangez pas, je ne le mange pas, les Mauritaniens ne le mangent pas. Vous le savez. Ça, c'est un résultat auquel vous êtes arrivé à l'issue de 5 années d'exercice. Dites-moi ce que... Soyons sérieux. Dites-moi. Non, mais est-ce que... Soit la Mauritanie dont j'ai fait partie, voilà, ne fait pas partie de cette Mauritanie. Parce que quand l'honorable député dit que nous, nos enfants... Il parle des prix, il parle des prix. Non, je vais revenir sur les prix. Je vais revenir sur les prix. Mais il a parlé d'abord de l'école républicaine qui a été mise en place. Aujourd'hui, soyons honnêtes quand même. Aujourd'hui, c'est-à-dire l'ambition est tellement grande que l'opposition n'a plus rien à nous dire. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, on veut aller quoi? On veut dire à tous les enfants mauritaniens, vous avez droit d'aller à l'école. L'école républicaine est là, est en train de naître. On est en train de mettre en place l'école républicaine pour qu'aucun Mauritanien ne donne un franc pour une ouguia. Dans 3 ans, il n'y aurait plus d'école privée au niveau fondamental. Dans quelques années, il y aura plus d'école. Pour moi, je ne veux plus me soucier que mes enfants vont étudier ou pas. Mais il y en a. Nous, nos enfants sont dans cette école républicaine. C'est bien, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je me soigne à l'hôpital, dans nos hôpitaux. Je ne me suis jamais soigné à l'étranger. Et pourquoi? Moi, je ne suis pas mauritanien, je suis mauritanien. Et d'ailleurs, je n'ai jamais mis les pieds, depuis que je suis député, je n'ai jamais mis les pieds à l'étranger, je ne suis que dans mon pays. Vous voyez? Donc si je tombe malade, je me soigne ici. Mes enfants se soignent ici.
Ouais, mais Et pourquoi, dans ce cas, pourquoi nous avons la CNAM? À quoi nous sert cette CNAM? Si nous partons nous soigner à l'étranger, à quoi nous sert la CNAM? Vous êtes une exception. Les denrées de première... Non, vous avez parlé de manière générale que tous ceux qui sont avec le pouvoir se soignent à l'étranger, les enfants se soignent à l'étranger, que nos enfants sont dans l'école, dans notre école, c'est le discours que nous attendons. Ils n'ont qu'à aller vérifier. Nous, on se soigne ici, on se soigne dans nos hôpitaux, dans nos cliniques, nos enfants sont dans nos écoles. Revenons à nos moutons. Donc, il a parlé des denrées de première nécessité que le Premier ministre a dit qu'il va le baisser. Ça a commencé par le ciment. Mais soyons reconnaissants. Je sais pas moi. Mais c'est en place. On a même fait sortir un numéro vert que quand le prix qu'on vous a taxé n'est pas le prix qui a été annoncé par l'exécutif, de dénoncer. Mais attends, mais le Premier ministre ne peut pas faire... Vous pouvez parler. Non, je termine. Que le Premier ministre ne peut pas faire la porte de toutes les boutiques pour voir. Il ne pas appeler un numéro. Il faut aller physiquement. Quand moi, il y a un numéro qui existe. Si le prix qu'ils ont, que l'exécutif a mis en place, et que le boutiquier me vend ça à un autre prix, mais j'ai tout à fait le droit d'appeler. Mais si je ne remonte pas l'information, comment on peut connaître cela? Si Bala est un citoyen modèle mauritanien qui aime son pays, s'il est parti acheter les kilos de sucre au prix que le Premier ministre a dit, lui il a acheté à un autre prix, mais il n'a qu'à appeler les numéros. Maintenant, les jours où il dit que ces numéros ne fonctionnent pas, ou bien mes doléances n'ont pas été prises en compte par le hakim, là il peut revenir et dire, mais le prix du ciment, on l'a baissé. C'est-à-dire en moins d'un mois, c'est-à-dire tout ce qui criait. On les laisse parler. Ils ont eu 4 minutes à l'Assemblée. Maintenant, on va leur donner une heure à la TVM. Donc parlez, posez des questions. Le Premier ministre est en train de nous suivre. Moi, j'aurais aimé avoir une opposition qui critique positivement. C'est-à-dire qui critique la gestion de l'État. Pas pour critiquer. Pas pour critiquer. Donc en fait, s'il parle des prix qu'il connaît très bien sur le marché, s'il parle des prix qu'il dit, il dit que le tchof mauritanien, les jeunes mauritaniens, les jeunes de 20 ans ne savent plus à quoi ressemble le tchof. Oui, parce que le tchof est cher. Non, mais si ça coûte cher. Non, mais moi, je suis journaliste, je ne peux malheureusement pas donner mon prix. Si je suis invité, mais si le poisson devient rare, on doit dire au Premier ministre, va, appelle Dieu pour qu'il amène du poisson à la mer. Oui, il faut former les jeunes pour poisson est pêché. Non, on pêche le poisson et la quantité qu'on pêche est en train de diminuer. Vous m'avez pas... Nos ressources diminuent. Je pense que mais le poisson est en train de diminuer. J'étais assez patient, mais je pense que... Oui, c'est pas évident. C'est pas évident parce que vous avez sorti du discours de politique générale. 4 questions sur lesquelles je suis obligé de répondre. Allez-y, mais allez-y. Les prix. On sait que aujourd'hui, la Mauritanie importe beaucoup de choses. Nous le savons. Le Premier ministre sait. Il a d'ailleurs dit. Le Premier ministre a été très clair. Ils savent les prix à l'étranger, combien ils coûtent. Ils savent à la douane quelles sont les taxes qui ont été mises en place. Et ils connaissent les marges des commerçants. Donc, il y a effectivement un effort du gouvernement pour ramener les prix à des proportions raisonnables, tenant compte de toutes ces contraintes-là. Et ces prix ont été négociés avec la Fédération des commerçants qui ont accepté de jouer le jeu. Donc, il y a un accord sur ces questions-là. Ces prix ont fait l'objet d'arrêtés du ministre du Commerce et sont affichés. Il nous appartient à tous de faire en sorte que ça puisse être appliqué. Si effectivement il y a, parce que dans la vie, il y a toujours des gens qui essaient de roubler, de frauder, s'il y a un commerçant qui ne veut pas jouer le jeu, il nous appartient de le dénoncer chez le commissaire, chez le hakim, avec l'association des consommateurs, etc. Et vous allez mettre le gouvernement devant ses responsabilités. Allez-y. Je passe sur cet aspect. L'école républicaine. L'école républicaine, comme vous le savez, la situation qui se passait ici, c'est que les gens qui étaient aisés amenaient leurs enfants au privé et donc il n'y avait que les pauvres. Le président de la République a effectivement conçu l'école républicaine comme un creuset dans lequel l'unité nationale, la solidarité, l'entraide, la cohésion sociale vont s'exprimer au-delà des considérations pécuniaires. Mais M. Touré a bien parlé que les fonctionnaires de l'État, ceux qui nous tiennent ce langage, envoient leurs enfants aux écoles privées. C'est bien ce qu'il a dit. J'en viens. Donc si on tient un langage de non, c'est un problème structurel. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas faire avec une baguette magique rendre les choses. Oui, mais c'est facile de ça. On dit souvent c'est progressif. Donc, comme vous l'avez dit... Oui, dans 3 ans, il n'y aura plus de fondamentales, de privé fondamental. Donc aujourd'hui... Vous ne pouvez plus les envoyer au privé parce que ça va plus. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre en termes d'infrastructures,
en termes de mobilier, construction, en de termes réhabilitation, de des formation, écoles, de recrutement d'enseignants, Ouais. pour que l'école s'est préparé. républicaine puisse être une école dans laquelle on va faire un enseignement de qualité. Et ils continuent d'envoyer leurs enfants à l'école privée. Nous ne sommes pas dans le communisme. Moi, je ne peux pas me prononcer. Non, non, je parle... Non, parce que c'est tellement sérieux Ouais. que je ne peux pas dire, je n'ai pas des statistiques. Ouais, et je justement. ne sais pas comment Bala fait pour avoir des statistiques. Oui, mais Bala, sur il ce parle, qui- il parle tout mais en lui, tout cas, c'est moi- son boulot d'ailleurs, il est député de Nous ne l'opposition. sommes pas Attends, très nombreux attends, en Mauritanie. attends. Ouais, nous Nous on nous se connaît. connaissons. En tout cas, On se connaît. les écoles On se sont connaît très pleines. bien. Les écoles sont pleines. Les C'est écoles nickel. nationales sont pleines. Maintenant, s'il y a des gens qui envoient leurs enfants à l'étranger, moi je ne sais pas, mais ça Non, mais doit on parle être même pas l'exception. d'étranger. Là, on est encore... Là, c'est parlant de la santé. Là, il parle de... Moi, il je dit- parlais de l'école. Ouais, l'école, voilà. Au niveau de L'étranger, il parle de la santé. Et votre décision d'empêcher les Mauritaniens de s'inscrire à l'étranger. Et vous- aux bacheliers de ne pas avoir accès à la Vous bourse. savez ce qu'il a Oui. fait. Vous avez Ça- bien vu ça- les Le ministre l'a bien défendu ça devant vous. à ce sujet. Tazour, vous savez, il faudrait que les choses soient dites de façon claire. Nous sommes dans une économie libérale où le secteur privé doit être donc le... Pas oublier que le temps Oui, très vite là. bon, Il roule nous- très dans vite, hein. le, Il y a un secteur, appui, ouais. le secteur privé. Mais il y a des gens qui sont très faibles. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ne peuvent pas créer de la valeur. Le gouvernement s'est attelé à trouver des solutions pour ces gens-là. C'est pourquoi Tazour a fait beaucoup de transferts. Et si ces transferts n'avaient pas été faits aujourd'hui, la situation aurait été catastrophique. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est en train de réformer tous les secteurs de l'économie pour pouvoir avoir de la valeur Là, il ajoutée. nous reste, excusez-moi, monsieur le secrétaire général, mais il ne reste pas beaucoup de temps, il reste juste 5 minutes. On a encore l'unité nationale, gestion des ressources humaines, transition démocratique, relations internationales, et tout ça. Bon. Je voulais On a plus juste- beaucoup de temps. je voulais Allez-y, juste je vous dire- donne- non, non, mais parce que j'ai commencé par voilà, donc je finis par vous. Donc, c'est l'unité nationale, rapidement. Sur En fait, l'unité nationale, c'est un défi majeur. D'ailleurs, cela fait l'objet en partie de la déclaration Justement, de politique générale. comment renforcer cette unité dans un pays marqué par une diversité Premier culturelle ministre. et ethnique et sociale, d'ailleurs. Au moment de répondre, il a Rapidement. été très vague dans les intentions. D'ailleurs, il y a pas de réforme. Nous savons tous qu'en Mauritanie, ici, il y a des problématiques. Il y a des problématiques qui se posent à nous depuis des décennies. Il y a eu ici une période qu'on appelle, comment j'appellerais la période de Brest, où des Mauritaniens ont été exécutés sans aucune forme de justice. Oui, un passif humanitaire les ayants droit sont ici, les rescapés il y a sont, une sont là. nécessité de réforme Et majeure. il y a eu des volontés. D'ailleurs, le chef de l'État en avait fait la déclaration, mais nous voudrions que cela se traduise par des actes concrets. Du saupoudrage ne nous permettra pas de régler cette question. Cette question doit être réglée de façon claire. Et pour ce qui est de l'autre grande problématique que je dirais, ce sont les pratiques esclavagistes et leurs séquelles. Et la séquelle la plus visible, c'est l'accès des esclaves et des anciens esclaves à la propriété foncière. Cette question, les autorités doivent prendre leur courage à deux mains pour régler. Mais ce qu'on constate très souvent, les autorités sont de connivence avec les groupes dominants dans tous nos terroirs. Donc cette complicité doit cesser. C'est la transition démocratique, rapidement, parce que je veux Sur donner la transition démocratique, il faut créer les conditions pour que désormais, qu'on fasse des élections dans ce pays, pour qu'on fasse désormais dans ce pays des élections qui ne souffriraient pas de contestation. C'est quoi? C'est mettre en place une commission électorale nationale indépendante qui soit réellement indépendante et autonome. Quand elle est autonome, qu'elle soit... Mais qu'est-ce que l'opposition? Non, c'est les partis d'opposition qui choisiront. D'accord. C'est pas grave. C'est l'exécutif qui contrôle tout le processus. Vous allez avoir la parole par rapport à ça. C'est l'exécutif qui contrôle tout le processus. Et sur les relations internationales. Non, mais vous avez été expliqué. Sur les relations internationales. La Mauritanie la politique étrangère, comment vous l'évaluez en fait? Cette fois-ci, j'espère que Bala va dire que vraiment... Sur les relations internationales, la Mauritanie doit évaluer la politique étrangère actuelle. On peut faire mieux, je veux dire. On peut faire mieux. La Mauritanie doit améliorer ses relations de bon voisinage avec les pays de l'Afrique du Nord, une meilleure coopération avec ces pays. Et puis, la Mauritanie doit regarder un peu du côté de l'Afrique subsaharienne. Parce que la Mauritanie, naturellement, appartient à cet ensemble. Quand vous voyez la présence des Mauritaniens dans les pays d'Afrique subsaharienne, nous devons trouver des moyens de coopération
moi je vais même la dire Mauritanie a de pris retourner à la CEDEAO. Moi je dirais même de travailler... Même si politiquement nous ne sommes pas à la CEDEAO, la réalité c'est que nous sommes un pays africain et un pays arabe. Nous devons travailler à retourner à la CEDEAO. Parce que la CEDEAO n'existe pas. Non, mais voilà, vous parlez de... Regardez un peu ce qui se passe chez nos voisins. Quand vous parlez du Mali, ou vous parlez du Burkina Faso, ou vous parlez du Niger, ou vous parlez... Je parle de nos voisins. Quand je dis nos voisins, je parle de l'Afrique, je parle du Maghreb. Non, mais tous les voisins, le Sahel en général, ce qui se passe. Maintenant... allez-y, parce que vous, c'est votre dernier mot. Allez-y. D'accord. Pour vous donner dernier mot. Maintenant, ce que je veux dire tout simplement, pour faire dans le global, c'est qu'on gagnerait à finir avec les discours pompeux qui ne mènent à rien du tout. Depuis des années, depuis qu'il y a eu l'ouverture démocratique, on nous parle du règlement des questions qui se posent d'importance nationale, la cohésion de l'unité nationale. Mais tout cela ne pourra se faire que quand tous les Mauritaniens auront le sentiment d'appartenir à un même pays. Qu'il y ait l'égalité, la justice, que toutes les composantes nationales se reconnaissent dans ce qui se fait et qu'il n'y ait plus point de racisme et d'exclusion dans ce pays. C'est l'unité nationale. Commencez par ce point. D'ailleurs, le président est revenu longuement lors de sa campagne présidentielle. Que le pays ne peut pas se développer sans cette unité nationale. Raison pour laquelle ils ont mis en place l'apprentissage de nos langues nationaux dans notre système éducatif. Donc, qu'il faut s'allier. Donc, vous voyez qu'il faut s'allier, il faut les reconnaître aujourd'hui. J'aurais aimé que Bala nous dise aujourd'hui qu'il s'allie cette initiative qui a été mise en place pour l'apprentissage de ces différentes langues. D'envoyer tous les enfants de la Mauritanie à la même école. D'envoyer tous les enfants de la Mauritanie dans notre école républicaine. Donc, pour la transition démocratique. Nous sommes dans une très bonne voie pour notre transition démocratique aujourd'hui. Mais qui peut dire qu'aujourd'hui la Mauritanie n'est pas sur une bonne voie? Est-ce que le processus est en bonne voie? Je ne sais pas. Bien sûr. Maintenant, il y a des manquements que le Premier ministre a cités dans sa déclaration, que le président de la République aussi a cité aussi lors de son programme de campagne, qu'il faut réformer les partis, qu'il faut réformer... Internet a été... Internet a été... Oui, lui dit que 4 personnes ont été Internet a été coupé en France. L'internet a été coupé en France. Ils prennent toujours la France comme étant un modèle. Non, personne ne parle de la France. Comme étant un modèle, ils prennent toujours le Sénégal comme étant notre modèle, comme on devait se référer. Ce ne sont pas les élections qu'il faut regarder vers la sous-région, mais l'Internet a été coupé. C'est la Mauritanie seulement qui coupe l'Internet. Donc pour vous, vous allez avoir le temps. L'insécurité Donc, monsieur le secrétaire général, quand l'insécurité est là, restons dans la transition démocratique. Est-ce qu'il va y avoir des ajustements? Si oui, lesquels? Il y aura des ajustements. Il y aura des ajustements. Il y aura toujours des ajustements. Il y en aura toujours. Et c'est les relations internationales. On est sur la bonne voie aujourd'hui. On salue d'ailleurs le président de la République qui est aujourd'hui le président de l'Union africaine. Mais quand j'entends mon collègue député Bala nous dire qu'on doit travailler à revenir à la CEDEAO. Et en même temps, il y a des pays qui sont là en train de quitter la CEDEAO. Et en même temps, Bala nous demande aussi de regarder dans la sous-région ce que ces pays le font. Donc ces pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de quitter la CEDEAO. Si on regarde ces pays, ce n'est pas l'appel de les regarder encore. Donc ce n'est pas l'appel d'aller vers la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO est presque inexistante. Comment partir vers une institution qui est presque morte? Donc la politique étrangère actuelle, vous les vouliez comment? Non, mais on est sur la bonne voie par rapport à la politique. Donc, nos relations avec nos voisins, les puissances internationales. Nos relations avec les puissances internationales sont très bonnes. Nos relations avec nos voisins aussi, il n'y a pas de problème. Nous saluons même le leadership du président. Aujourd'hui, le président a permis d'apaiser beaucoup de situations, qu'il soit dans notre pays, que ce soit à l'international. Il est toujours appelé quand il y a des problèmes. C'est lui on l'appelle toujours quand il y a un problème au niveau de l'international, pour qu'il puisse aller... c'est le président de l'Union africaine. Donc, raison pour laquelle vous revenez que notre politique à l'échelle internationale est sur la bonne voie. Et notre transition pour démocratique aussi. Monsieur le secrétaire général, après chaque élection, il y a des problèmes. L'ancien Wali va répondre. Est-ce que vous avez vu des élections qui se passent dans une démocratie? Est-ce qu'on a vu des élections dans une démocratie où il n'y a pas de contestation? Honorable député,
député, honorable député, la parole n'est plus. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole, c'est M. le secrétaire général qui Sur le plan va de y. nos relations internationales, Allez-y. vous savez que la Mauritanie... Non, on parle de l'international d'abord. Pour l'international, je vais dire deux choses. Ouais, allez-y. Comme vous le savez, le président de la République, quand il est venu au pouvoir, a fait de la concertation son cheval de bataille. Il a tendu la main à tout le monde. Il pense que sur les grandes questions d'intérêt national, tout le monde, opposition et pouvoir, doit pouvoir se discuter là-dessus. Et le Premier ministre, à l'Assemblée nationale, a clairement dit que le dialogue et la concertation doivent être permanentes. Et il n'y a aucun sujet qui est tabou. Et toutes les questions, disons, d'intérêt national qui vont être posées vont être discutées et des solutions appropriées vont être trouvées. Ça, c'est la déclaration du Premier ministre. Je pense que nous devons nous en tenir à ces déclarations et laisser le gouvernement travailler parce que nous sommes les premiers qui sont... C'est la transition démocratique, rapidement. Sur la transition démocratique, je pense qu'aujourd'hui, nous sortons des élections qui ont été transparentes. Et je rappelle, transparentes, qui ont été contestées sans preuve. Il n'y a aucun recours. Il n'y a aucune contestation dans le fait de l'action. L'essentiel, c'est que ces élections se sont bien passées et ont été très grandes. Mais ça ne suffit pas. Vous savez que vous avez assisté à des concertations sur la loi sur les partis politiques. Il y a eu plein de concertations, il y aura des réformes qui vont se faire parce qu'on va toujours améliorer. Il y aura toujours de l'amélioration. Et donc, je pense que le Premier ministre vous a dit qu'effectivement, il y aura des dialogues ou des concertations ou des discussions sur les grandes questions de l'heure, y compris le code électoral, la loi sur les partis politiques, etc. etc. Donc, sur ce plan... Il y a eu un dialogue les 5 dernières années. Par rapport au... Non, ce que vous savez... Voilà. Secrétaire général, continuons. Voilà, s'il vous plaît, ces relations internationales, comment évoluez-vous la politique étrangère actuelle de la Mauritanie, en fait, de notre pays? Ce en train de dire, c'est une politique fondée sur le respect et la fraternité. Nous avons une politique de bon voisinage. Nous respectons tous nos voisins et nous travaillons avec eux dans la symbiose. Et avec les grandes puissances aussi du monde. Vous savez que notre président est respecté. Beaucoup de pays, y compris les puissances, viennent ici demander des conseils, surtout sur les aspects de sécurité. Parce que nous avons quand même fait bonne école en matière de sécurité dans ce pays-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le pays se porte bien. Maintenant, moi, je comprends peut-être que Bala veut faire un clin d'œil à ses militants. Mais je pense qu'aujourd'hui, la campagne est terminée, les élections sont terminées. Nous devons, la main dans la main, travailler pour notre chère Mauritanie. L'opposition doit faire des critiques objectives. Regardez. Non, je n'ai pas dit, on n'est pas au paradis. 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 Des efforts qui étaient faits pendant ces dernières années sur le plan social. Que les Mauritaniens souffrent, ça on est d'accord sur ça. On est d'accord, il y a des Mauritaniens qui souffrent. Je pense que c'est débat. L'histoire de la Mauritanie, c'est seulement 5 ans. Non, mais les 5 ans, on a vu aucun résultat. On a été... Monsieur le député, c'est la fin de l'émission, c'est le dernier mot. Non, mais attendez. Vous le dites. Moi, je veux nos rencontres quotidiennes avec les Mauritaniens. C'est le dernier mot, monsieur honorable député. Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. On n'a pas dit qu'il vivait. On a dit que les conditions de vie en train d'être Monsieur le député, nous sommes à la télévision, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Mes chers téléspectateurs, c'est malheureusement la fin de votre émission. J'espère que cette série de questions a permis de couvrir un large spectre, bien sûr, des sujets d'actualité dont, en confrontant les points de vue des différents partis politiques représentés sur le plateau. Donc, je remercie en votre nom M. Falengui Sali, qui rappelle le secrétaire général du parti INSAF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et M. Tombé Amara Kamara, député LDP de Woulienge. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à tous les Mauritaniens que le 25 septembre, c'est la journée internationale de la langue soninké. Amoro, de le président de la République. Voilà, donc au Conseil régional des Nations. Monsieur Balatouré, vous faites de la pub gratuite. Là, c'est la direction de la TVM qui va s'en occuper. Monsieur Balatouré, qui est, je rappelle, honorable député du FRID de Nouakchott-Ouest. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même chaîne, même heure. Au revoir, à très bientôt.
Thank you.